La Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'est ici que le long fleuve Mississippi se jette dans les eaux saumâtres du golfe du Mexique et que les navires commencent leur voyage vers les ports de marchandises. L'Intracoastal Waterway est un réseau de canaux d'apparence paisible. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Un homme qui naviguait sur un canal a appelé les secours. Yes, I was headed westbound. The intercoastal waterway, I'm on the boat while somebody that's dead person in the water. They floating face down. Are you gonna be there? Yes, I'm standing up looking at it here. La police de la Nouvelle-Orléans se rend sur les lieux. Quand je suis arrivé, je n'ai pas su tout de suite comment la personne était morte. J'ai tout d'abord pensé que c'était une mort naturelle, ou bien un suicide. On a retourné le corps et on a vu qu'il s'agissait d'une femme. Un détail révèle immédiatement une histoire plus sinistre. Elle était attachée. Une cordelette bleue était nouée autour de ses chevilles, et l'extrémité était effilochée, comme si on avait arraché un objet au bout. Qui est cette femme et qui a bien pu la tuer? C'était vraiment atroce. C'était peut-être une forme de vengeance. On ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé. C'était une situation complexe. J'ignorais qui était la victime, à quel endroit elle avait été jetée à l'eau, et même comment elle était morte. Mais je savais qu'il s'agissait d'un homicide. La police n'a que très peu d'indices, mais la nouvelle de cet inconnu repêché dans le canal se répand dans toute la région. Même dans une ville comme la Nouvelle-Orléans où les meurtres sont fréquents, celui-ci était plus cruel que les autres. À une centaine de kilomètres au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans se trouve la petite ville de Saint-Gabriel. C'est ici qu'habite la jeune Brittany Martin. Brittany Martin était très sociable. Elle était bonne élève au lycée. Et après le bac, elle voulait faire des études supérieures. Mais quand elle s'est inscrite à l'université de Delgado, elle était déjà enceinte. Le bébé est venu chambouler ses plans. Le père de l'enfant n'étant plus dans les parages, Brittany endosse le rôle de mère célibataire et travaille d'arrache-pied. Mais elle aspire à une situation plus stable. À 21 ans, elle a commencé à travailler comme gardienne de prison. Cet emploi lui offrait la stabilité financière dont elle avait besoin à l'époque, car elle avait un enfant à élever. Sa principale mission consiste à surveiller les détenus. Elle devait contrôler les interactions entre les détenus, s'assurer qu'ils respectaient le règlement, qu'ils évoluaient dans un environnement calme et ne se livraient à aucune activité illégale. Même si cet emploi lui offre un salaire régulier, il est aussi source de difficultés. Brittany était très jolie. C'était le genre de femme qui attirait tout de suite l'attention des hommes. Une gardienne de prison de 21 ans dans un établissement rempli d'hommes est forcément la cible de beaucoup de détenus. Elle était victime de harcèlement et c'était psychologiquement difficile d'avoir à travailler dans cet environnement tous les jours. Un détenu, cependant, Horatio Johnson, fait tout pour que Brittany se sente en sécurité. Horatio purgeait une peine de prison, mais il était très respecté et agissait comme son protecteur face aux autres détenus. Il lui évitait les sifflements et les agressions. Il était très intelligent, très séduisant et très charismatique. Il n'avait pas l'air d'un criminel ordinaire, du moins l'image qu'on peut en avoir. Mais derrière son charme apparent, se cache un passé criminel violent. Il était en prison pour homicide. Et les détails de l'affaire étaient dérangeants. Horatio avait guetté l'arrivée de sa victime et l'avait abattu d'une balle dans la tête. Malgré le passé trouble d'Horatio, Brittany tombe rapidement amoureuse de lui. Ils ont commencé à avoir de vraies conversations. Elle apprenait à le connaître, et lui aussi. Et plus ils se voyaient, plus les liens se resserraient. Elle se sentait valorisée et elle voulait qu'il en soit de même pour lui.
Ses supérieurs ont fini par découvrir qu'il se passait quelque chose entre eux, alors que c'était interdit. Ils ont trouvé des lettres et des photos en la possession de M. Johnson qu'elle lui avait donné. Ils lui ont proposé de démissionner sans passer par tout le processus administratif. Brittany démissionne, mais ses sentiments pour Horatio sont de plus en plus forts. Brittany se voyait faire sa vie avec lui. Il était l'homme dont elle rêvait pour élever son enfant et fonder une nouvelle famille, dans une jolie petite maison, avec un jardin. Elle l'adorait. Il lui redonnait confiance en elle. Elle était amoureuse d'Horatio. Elle était même folle de lui. Quand Horatio obtient sa libération conditionnelle 4 mois plus tard, Brittany vient l'attendre à sa sortie de prison. Horatio était le genre de garçon qu'une fille présenterait à sa mère. Il semblait avoir reçu une bonne éducation, avoir le sens des affaires et la tête sur les épaules. Le genre d'homme qui méritait une autre chance. Brittany était une très jeune femme. Et elle était folle amoureuse d'Horatio Johnson. Quand elle a commencé à fréquenter Horatio, elle s'est éloignée de sa famille et menait une double vie. Elle avait sa vie avec Horatio et sa vie avec sa famille, qui n'accueillait pas son petit ami à bras ouverts car elle pensait qu'il n'était pas bon pour elle. Pour cette raison, elle s'est rapprochée de lui et s'est éloignée de plus en plus de sa famille dont elle était proche avant de le rencontrer. Brittany pense que son histoire d'amour avec Horatio durera toujours. Elle ne se doute pas alors que le conte de fées va se transformer en cauchemar. 10 mars 2014, la police de la Nouvelle-Orléans repêche le corps d'une femme dans un canal de l'Intracoastal Waterway. On ne savait pas si la victime avait été poignardée, tuée par balle ou étranglée. C'était la première fois que j'étais face à une affaire où cette question n'avait pas de réponse immédiate. Le corps avait été attaché avec une corde en nylon qui était effilochée au bout, comme si un objet lourd y avait été accroché. Qui est cette femme et comment est-elle morte? En examinant le corps, les inspecteurs découvrent une première piste. Elle révélera jusqu'où Brittany Martin était prête à aller pour prouver son amour à Horatio Johnson. En examinant le corps, nous avons remarqué un tatouage dans le bas du dos. Au moins, je savais quelle direction prendre. Ce meurtre a choqué la police. Même les enquêteurs chevronnés, qui avaient déjà vu des scènes de crimes en tout genre, étaient tout aussi surpris et choqués que les médias et l'opinion publique. Cette affaire forçait à réfléchir au degré de violence dont certains individus sont capables. On commence à penser à la personne plutôt qu'au cadavre. Et ça nous affecte. Ça finit par être très pesant. Ça arrive. C'est parfois dur de ne pas voir qu'il s'agit avant tout d'un être humain et de ne pas penser à la vie qu'a eue cette personne. On fait la connaissance de la famille, on en apprend plus sur la victime, et c'est dur. Ça nous fait réfléchir à notre famille, notre mortalité. Surtout ici, à la Nouvelle-Orléans. La police a affaire à un nombre d'homicides plus élevé que dans la plupart des villes de cette taille. On travaille tout le temps. On est cerné par la mort. Et les horreurs qu'on voit finissent par avoir un impact sur nous. Il faut faire attention à ça. C'est un travail, il faut se concentrer sur l'aspect technique. C'est un corps humain, mais il faut vraiment se concentrer sur l'aspect technique de l'enquête. On a retourné le corps pour chercher des signes particuliers ou des preuves. On a remarqué un tatouage qui contenait le nom de Ken. Les inspecteurs soupçonnent que la victime est liée à la disparition d'un couple 3 semaines auparavant. Kenneth et Lakissa Joseph étaient mariés sans enfants. Ils habitaient dans une banlieue de la Nouvelle-Orléans. Ils étaient portés disparus depuis le 19 février 2014. J'ai tout de suite contacté l'inspecteur chargé de l'enquête.
Il a confirmé que Lakissa Joseph, la femme du couple disparu, s'était fait tatouer Ken Ken dans le bas du dos. Peu après l'identification de la victime, le médecin légiste est en mesure d'établir la cause de la mort. Le légiste n'a trouvé aucune trace de strangulation, de plaie par balle ou à l'arme blanche. Il s'agissait d'un homicide par noyade. Le même jour, les enquêteurs annoncent la terrible nouvelle à la famille de Lakissa. J'ai appris que Lakissa avait servi dans l'armée, mais était partie car elle avait peur de l'eau et ne savait pas nager. Un détail qui rend sa mort d'autant plus cruelle. L'eau pénètre par le nez jusque dans les poumons. C'est une véritable torture. Personne ne devrait mourir ainsi. Les parents de la victime ne comprennent pas qu'on aurait pu vouloir du mal à leur fille adorée. Kenneth et Lakissa étaient proches de leur famille. Ils n'ont jamais mentionné de problème de couple ou de désaccord. Le couple était même inséparable. Alors, où est Kenneth? Des membres de la famille avaient signalé la disparition des Joseph, car ils avaient emprunté un monospace et ils ne l'avaient pas rapporté comme prévu. Ça ne leur ressemblait pas. Après avoir téléphoné à leur domicile une douzaine de fois, ils se sont rendus chez Kenneth et Lakissa. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la maison saccagée et sans dessus-dessous, mais sans trace d'effraction. Des affaires avaient été sorties des placards et jetées par terre. Mais les objets de valeur étaient toujours là. Il y avait un ordinateur, une télé. Pour les parents de Lakissa, c'était comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Kenneth avait des antécédents criminels, trafic de drogue entre autres. D'après les rumeurs, c'était peut-être une histoire de drogue ou d'argent. Mais les enquêteurs ont besoin de plus que des rumeurs. Ils s'intéressent au monospace emprunté par le couple. Le véhicule a été retrouvé à Atlanta, sur le parking d'un motel. La police d'Atlanta l'a fouillé pour chercher des traces de sang ou des traces d'ADN. Le monospace avait été nettoyé avant d'être retrouvé. Mais la police a remarqué ce qui ressemblait à une importante tache de sang à l'arrière. Les analyses ont révélé que c'était un mélange du sang de Kenneth et de Lakissa. Ça voulait dire qu'ils avaient été transportés dans ce véhicule alors qu'ils étaient blessés. Tout porte à croire que Kenneth Joseph a été tué. Après avoir retrouvé le véhicule, la police s'est procuré la vidéosurveillance du motel. Sur la vidéo, on voit le monospace arriver sur le parking et un homme se rendre à la réception de l'hôtel. Les enquêteurs regardent qui a pris une chambre d'hôtel juste après l'arrivée du véhicule sur le parking. Et ils trouvent un nom. Frank Mike Jr. était le nom du conducteur du véhicule. Ils lancent immédiatement une recherche dans leur fichier. Frank Mike avait été arrêté à plusieurs reprises. Il était en liberté conditionnelle pour trafic de drogue. On a découvert qu'il habitait dans l'est de la Nouvelle-Orléans. Mais avant que les inspecteurs ne puissent interroger Frank Mike Jr., un autre cadavre est repêché dans l'Intracoastal Waterway. It's a male, it's face down, from the chest to the head, it's floating and the rest of the body is down, and it seems to have been in the water a mighty long time, so it might be the man that they've been looking for. J'ai pu examiner le corps. La corpulence, la taille et le poids semblaient correspondre à Kenneth, donc j'étais assez confiant. La police confirme que le second cadavre est bien celui de Kenneth Joseph. Le corps de Kenneth était aussi ficelé avec la même cordelette bleue en nylon. Mais ce n'est que le début de l'énigme. Ce que les inspecteurs découvrent accroché à la corde révèle la véritable nature du crime. Il paraissait évident que tout avait été mis en œuvre pour que les corps ne soient pas retrouvés. La police ne va pas tarder à faire une autre découverte tout aussi stupéfiante. L'identité de l'assassin et la jeune mère dévouée au centre de toute cette affaire. Vue de l'extérieur, elle n'a rien d'une criminelle. Mais les apparences sont parfois trompeuses.
Brittany Martin, 25 ans, a rencontré l'homme de ses rêves alors qu'elle était gardienne de prison. Horatio Johnson vient d'être libéré sur parole. Brittany était follement amoureuse d'Horatio Johnson. Mais la véritable nature de leur histoire d'amour est sur le point d'être dévoilée. Tout comme ce que Brittany est prête à faire pour prouver son amour à Horatio. Tout commence quand la police repêche le corps mutilé de Kenneth Joseph. Dans le même canal où sa femme Lakissa a été retrouvée 12 jours plus tôt. Cette affaire se démarquait des autres en raison de la façon très violente dont ils avaient été tués, du mystère autour de ce qui leur était arrivé. Qui avait pu leur faire ça et pourquoi procéder ainsi? En examinant le corps, la police comprend pourquoi Kenneth n'a pas été retrouvé plus tôt. Ses pieds étaient attachés par une cordelette bleue, comme Lakissa, même style, même couleur, même matière, mais son corps était lesté par un poids de 15 kilos. Nous étions presque sûrs que Lakissa en avait un également, mais qu'il avait été arraché par le courant. Les corps avaient été lestés pour qu'ils ne soient pas découverts par la police. C'est évident. Pour la police, c'était un règlement de compte personnel. Les deux victimes étaient encore en vie quand elles avaient été jetées à l'eau. Une fois le corps de Kenneth Joseph identifié, les inspecteurs tournent leur attention vers Frank Mike Jr., l'homme qui apparaît sur la vidéosurveillance de l'hôtel comme étant le conducteur du monospace conduit par le couple. J'ai rencontré Frank Mike. Il était venu de son propre chef et avait accepté de me parler. Frank Mike Jr. se montre étonnamment coopératif. Il m'a dit qu'il avait remarqué un monospace garé dans le jardin derrière. Il ne savait pas à qui il appartenait, il trouvait ça bizarre. Mais il a tout de suite appelé son neveu Stephen Bradley. Stephen Bradley a dit à Frank Mike qu'ils avaient fait un coup avec ce véhicule. Ce qui veut dire qu'ils avaient dépouillé quelqu'un ou qu'il y avait eu un problème. Mike savait que son neveu était impliqué dans des vols à main armée. Donc il n'a pas posé plus de questions. Stephen a dit qu'ils avaient dû se débarrasser du véhicule hors de la ville. Frank a demandé s'il pouvait se servir du véhicule pour un petit voyage à Atlanta. Et Bradley a accepté. Frank Mike ajoute que ce n'est qu'une fois parvenu à Atlanta qu'il comprend que le véhicule est lié à la disparition de Kenneth et Lakissa Joseph. Frank Mike explique qu'il a alors décidé de se débarrasser du véhicule. Le problème de ce véhicule, c'est qu'il était plein de sang à l'arrière. Frank Mike a juré qu'il ne savait pas qu'il y avait du sang à l'intérieur. Bien que l'histoire de Frank Mike Jr. présente des incohérences, la police s'intéresse à un autre suspect potentiel, Stephen Bradley. J'essayais de localiser Bradley et d'obtenir plus d'informations pour démonter l'interrogatoire de Frank Mike. Mon enquête piétinait. Pendant ce temps, les enquêteurs se tournent vers une pièce à conviction troublante, le poids utilisé pour lester le corps de Kenneth Joseph. Je me suis dit que c'était la clé de l'énigme. La police a pu remonter la piste en trouvant où ce genre de poids était vendu. J'ai constaté que le poids était relativement neuf et sans doute acheté peu de temps avant les meurtres. Donc on a fait le tour des vendeurs de la ville. Les inspecteurs commencent à contacter les magasins de la Nouvelle-Orléans vendant ce genre d'articles. Ils trouvent ce qu'ils cherchent. Le gérant du magasin a rentré le numéro de série et a trouvé une vente faite un soir peu après minuit. 2 poids, des gants, de la corde bleue. Mon cœur s'est arrêté, c'était ça. C'était la transaction. Je lui ai demandé, vous avez la vidéo? Le gérant du magasin envoie les images de la vidéosurveillance. On y a vu un couple, un homme et une femme, à la caisse libre-service du magasin, en train d'acheter tous les articles.
Ils ont acheté 2 poids de 15 kilos, 3 paires de gants, 2 paires de chaussures pour hommes, 2 sweatshirts pour hommes et du détergent. On a appelé ça le kit du meurtrier. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. Mais leur surprise est encore plus grande quand ils découvrent à qui appartient la carte de crédit. Ils ont retrouvé la trace de l'achat, fait avec une carte au nom de Brittany Martin. Brittany Martin est-elle impliquée dans le meurtre de Kenneth et Lakissa Joseph, ou sa carte a-t-elle été volée? Quand les enquêteurs comparent sa photo aux images de la vidéosurveillance, la réponse ne fait aucun doute. Sur la vidéo, on les voit entrer dans le magasin. Ce qui me frappe, c'est qu'elle sourit et qu'elle le regarde avec amour et admiration. Une des choses qui me marque le plus, encore aujourd'hui quand je vois la vidéo, c'est qu'il semble parfaitement calme. Brittany et Horatio entrent et sortent du magasin tranquillement, avec le kit du meurtre. Ils n'ont pas l'air nerveux, elle lui sourit même, ils rient ensemble. Sur ces images filmées dans l'entrée de ce grand magasin, quand elle regarde Horatio, elle a les yeux qui brillent en le regardant. Elle est tout sourire. C'était une pilule très difficile à avaler pour moi et mon équipe, et même pour les inspecteurs. Ça fait partie des choses, encore aujourd'hui, que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette jeune mère douce au grand cœur serait-elle impliquée dans un crime aussi abominable? On a fait des recherches sur elle et elle n'avait aucun antécédent criminel. Mais elle avait transgressé et enfreint la loi en entretenant une relation interdite avec Horatio Johnson en prison. Horatio Johnson avait un passé très violent. C'était tout simplement un sale type, quelqu'un d'agressif et de mauvais. La police découvre également un lien entre Horatio et la victime, Kenneth Joseph. Horatio et Kenneth étaient cousins. L'amour de Brittany pour Horatio l'aurait-elle poussé à l'aider à commettre un double meurtre? Quel pouvait bien être leur mobile? Le 9 avril, les inspecteurs convoquent Brittany au commissariat. J'ai essayé de l'interroger. Je lui ai expliqué qu'elle était en danger car je connaissais le passé d'Horatio Johnson. Et je savais que s'il avait l'impression qu'elle faisait barrage à sa liberté, il la tuerait aussi. Elle s'est murée dans le silence. Brittany sort son téléphone, prétextant de vouloir parler à son avocat. Elle était au téléphone avec Horatio. Très clairement, elle n'allait pas trahir Horatio. Entre cet appel téléphonique, le nom sur la facture d'achat et la vidéosurveillance, les inspecteurs sont désormais certains que le couple a un lien avec les meurtres. Mais ces preuves ne suffisent pas. Il leur faut encore faire le lien entre Brittany ou Horatio et le véhicule taché de sang. Tout ce que je pouvais lui dire tombait dans l'oreille d'une sourde. On ne pouvait pas la retenir. Une fois Brittany relâchée, les inspecteurs se concentrent à nouveau sur le véhicule volé et Steven Bradley. Ils parviennent à retrouver sa trace et le convoquent pour l'interroger. Une fois en salle d'interrogatoire, il a accepté de parler. Il a avoué qu'il connaissait Horatio. When was the last time you talked to Horatio? Man, it's been a minute. Horatio know me from music. My reason for dealing with Horatio is to get heard. Steven Bradley était un rappeur qui essayait de percer et Horatio était son agent. Bradley a expliqué que ce soir-là, il était dans un studio quand Horatio était arrivé avec le véhicule. He was like, man, I need to get rid of this van. So I'm like, man, what's the problem? Yeah, like, man, I just need to get rid of it. I said, don't worry, I got it. Steven Bradley explique aux enquêteurs qu'avec le propriétaire du studio, un certain Blue, il s'est rendu chez Frank Mike Jr. avec le véhicule. Bradley a dit qu'ils ont remarqué ce qui ressemblait à du sang à l'arrière. No, like real talk, like I know they had blood in it. Was it on the roof, on the walls, where? On the floor. Les inspecteurs tentent d'obtenir plus d'informations,
Mais Bradley ne veut rien dire de plus. Je pense qu'il en savait plus sur les corps. Mais au fur et à mesure, il s'est fermé. Il voulait parler à son avocat avant de livrer plus d'informations. Donc j'ai suspendu l'interrogatoire. Les enquêteurs se rapprochent de la solution. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi Brittany Martin serait impliquée dans un double meurtre. Ils ne disposent pas de preuves suffisantes pour interpeller qui que ce soit, jusqu'à ce qu'un associé de Steven Bradley se manifeste. Il m'a dit qu'ils avaient eu une conversation avec Bradley et qu'il avait tout simplement avoué. D'après le témoin, Steven Bradley se trouvait au studio avec Blue quand Kenneth Joseph est arrivé en compagnie de son cousin Horatio. Il a dit qu'Horatio avait frappé Kenneth avec une chaise. Puis il aurait appuyé la chaise sur sa gorge. Il serait monté sur la chaise et aurait sauté sur le corps de Kenneth. Apparemment, c'était sans raison. Bradley n'a pas dit qu'Horatio posait des questions ou criait sur Kenneth pour tenter d'obtenir des informations. Savoir qu'on va se faire tuer par quelqu'un du même sang, ça doit être horrible. Les enquêteurs n'ont pas besoin d'un mobile pour établir un mandat d'arrêt. Il leur faut des preuves. Et grâce à ce témoignage, ils en ont. À ce stade de l'enquête, j'ai réclamé un mandat d'arrêt pour meurtre contre Brittany et Horatio. On l'a ensuite remis au bureau du shérif, qui a lancé les recherches. D'après les témoignages, la facture d'achat et la vidéosurveillance, les inspecteurs sont convaincus que Brittany Martin et son petit ami Horatio Johnson sont coupables du meurtre de Kenneth et Lakissa Joseph. Sur la vidéo prise par la caméra du magasin, on voit Horatio Johnson saisir les poids avec la manche de son pull. Il faisait très attention de ne pas laisser d'empreintes, déjà pendant l'achat, ce qui semblait très louche. Le reçu de carte de crédit avait été signé par Brittany. Elle entre dans le magasin comme si de rien n'était. Elle a l'air d'être la femme la plus heureuse du monde. Je présume qu'elle avait des sentiments partagés pour Horatio. Une part d'elle avait peur de lui, mais une autre part était amoureuse de lui. Elle était prête à tout pour lui. Il la rendait heureuse. Le 6 mai 2014, 2 mois après le double meurtre des Joseph, la police obtient un mandat d'arrêt pour Brittany et Horatio. Une fois les mandats d'arrêt signés, Horatio et Brittany se sont livrés à la police. Pourtant, même après s'être livrés, ils refusent de parler aux enquêteurs. Horatio, please don't make this more difficult than what it needs to be. All right, so don't try to force it. Les inspecteurs permettent au couple de contacter leur avocat, mais pas avant d'avoir confisqué leur téléphone portable. Avoir accès au message de quelqu'un permet d'en savoir plus sur ce qu'il pense. Quand j'ai vu que des mois après les meurtres, elle envoyait des messages d'amour à Horatio, j'ai compris qu'elle nous poserait problème. Tout le monde pense que la femme est la première à craquer, mais pas Brittany. Face au refus de Brittany de dénoncer son petit ami, les inspecteurs décident de fouiller le studio où Kenneth Joseph aurait été agressé. Quand on est arrivé, tout le studio avait été rénové. Tout avait été nettoyé. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. On n'a rien trouvé susceptible de corroborer ce qui s'était soi-disant passé. Ils cherchent à retrouver le propriétaire du studio, le dénommé Blue. On avait un mandat d'arrêt contre lui, mais il était introuvable. Apparemment, il avait quitté le pays. Les inspecteurs obtiennent alors un mandat d'arrêt contre Steven Bradley. Mais comme Brittany, il refuse de coopérer. Il a dit qu'il voulait aller en prison la tête haute, qu'il n'était pas une balance, il ne voulait pas parler. La police arrête alors Frank Mike Jr. qui adopte la même attitude. Personne ne parlait à la police. Personne. Ni Brittany, ni Frank, ni Steven Bradley, ni Horatio Johnson.
On savait que c'était une affaire très difficile. Pour recoller les pièces du puzzle et réussir à prouver leur culpabilité sans l'ombre d'un doute, il nous fallait quelqu'un de l'intérieur. C'est alors que les inspecteurs élaborent un plan dans l'espoir de retourner Brittany contre Horatio. Le plan implique l'oncle d'Horatio qui vit au Texas. Le jeune couple lui a rendu visite peu de temps après la libération d'Horatio. Horatio lui a présenté Brittany en disant qu'il l'aimait et voulait l'épouser. Dès qu'elle a eu le dos tourné, Horatio a dit à son oncle qu'il ne l'aimait pas, qu'elle était stupide et naïve, qu'il se servait d'elle et ne l'épouserait jamais. L'accusation fournit une copie de la déposition de l'oncle à l'avocat de Brittany. À ce stade, elle était en examen, elle ne voyait plus son fils ni sa mère et pourtant elle continuait de soutenir Horatio. J'ai demandé à Brittany s'ils étaient censés se marier. Elle m'a répondu oui. Dès que tout sera fini, ils se marieraient. Ils en avaient déjà parlé. Ils iraient vivre à Houston. L'avocat de Brittany lui montre alors la déposition de l'oncle d'Horatio. Elle a pris le document et elle a commencé à le lire. Et j'ai vu ses yeux s'emplir de larmes. Elle allait pleurer. Elle a reposé le document et a dit « Il veut jouer avec moi ?» Rappelez les inspecteurs, je vais leur dire ce qui s'est passé. Brittany était charmante et intelligente, mais je ne crois pas qu'elle voulait admettre qu'elle avait été assez faible pour tomber dans son piège. Ce serait très dur à accepter pour n'importe qui, d'avoir été si vulnérable à un moment de sa vie qu'on était prête à tout sacrifier et à cacher que 2 personnes avaient été tuées. À sa place, je n'aurais pas pu être en paix avec cette idée. Elle m'a livré toutes les pièces du puzzle. C'est ce qu'elle m'a livré, toutes les pièces manquantes. On a reconstitué la chronologie des événements. On a sorti tous les reçus de cartes de crédit. Et on a mis tout bout à bout, et tout s'est emboîté. À ce moment-là, c'est la femme bafouée qui a parlé. Quand elle m'a dit qu'elle allait tout raconter à la police, j'ai su que c'était gagné. Une fois qu'on aurait toutes ces informations, je devrais obtenir une conciliation. Je devrais négocier avec le procureur. J'ai demandé à Brittany de remplir les blancs dans le scénario. Je lui ai fait signer sa déposition et j'ai dit au procureur que je voulais négocier. Je lui ai tout livré sur un plateau. Comme je le prévoyais, j'ai reçu un coup de téléphone. Ils étaient prêts à parler. Nous l'avons monté contre l'amour de sa vie. L'enfer ne connaît pas de pire furie qu'une femme délaissée. Brittany dévoile enfin les événements qui ont conduit au meurtre de Kenneth et Lakissa Joseph. Brittany a reçu un coup de fil d'Horatio, lui demandant de venir la rejoindre au studio. Quand Brittany arrive sur les lieux, Horatio est dehors avec Kenneth. Lakissa est assise dans le monospace. Horatio and Kenneth get ready to head into the studio. Horatio asked me to go and speak with Lakissa, to go introduce myself to her and talk to her for a while. Kenneth et Horatio sont entrés dans le studio. Brittany et Lakissa sont restés dehors. We start to talk about just general things. And Horatio comes back out of the studio. So then he says, tell her to come inside. Brittany raconte qu'une fois dans le studio, la situation tourne au drame. Brittany a vu Horatio se jeter sur la femme de son cousin et l'étrangler par derrière. He was choking her and I started to kind of scream. Then I got out of the studio. Elle s'est enfuie, mais elle n'a pas appelé les secours. I stopped to like cool off and just relax a bit. Elle a dit avoir reçu plusieurs appels d'Horatio, la suppliant de revenir. And he was like, everything is okay, just come back. And I told him, no, I'm not coming back. But he kept on like, please come back, I want to talk to you. I just need to make sure you're okay, come back. Horatio lui a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre pour être rassurée. Il l'a embobinée et a réussi à la convaincre.
I pulled up and he asked me if I'm okay. Horacio lui dit alors qu'il l'aime et que si elle l'aime aussi, elle doit l'aider. Prête à tout pour lui prouver son amour, Brittany s'exécute. Ils sont allés dans un grand magasin. Ils ont été filmés par les caméras. On voit, quand ils entrent dans le magasin, qu'elle le regarde droit dans les yeux. Elle n'est pas simplement là avec lui, elle le regarde avec amour. Ils ont acheté ce que la police a surnommé le kit de meurtre. Les 2 poids, la corde bleue en nylon et les gants qui ont servi pour les meurtres. Brittany déclare qu'ils sont ensuite retournés au studio d'enregistrement. Brittany attend dans sa voiture pendant qu'Horacio pénètre dans le bâtiment. He stays in there a while, but every now and then he'll come outside and look at the door to make sure I was still outside park waiting, because he told me to sit right here, don't leave. Elle a vu Horacio, Steven Bradley et Blue porter quelque chose d'encombrant jusqu'au monospace. Ensuite, ils sont retournés à l'intérieur avant de ressortir avec un autre objet encombrant qu'ils ont aussi mis dans le véhicule. From your vantage point, could you tell me what those items were? I couldn't see, but I know it was definitely heavy. Les inspecteurs pensent que ces objets étaient les Joseph, alors inconscients. Ils ont sorti les corps du studio et quand les autres ont dit à Horacio de monter dans le véhicule, il a dit qu'il n'était pas assez bête pour ça. D'après Brittany, Steven Bradley et Blue s'éloignent alors avec le monospace. Horacio monte à côté d'elle et lui dit de les suivre. Brittany a dit qu'elle avait suivi le véhicule de Métairie jusqu'à la Nouvelle-Orléans, puis vers Chalmette. Quand ils sont arrivés sur le pont, Horacio lui a dit d'arrêter la voiture. And he got out of the car, went to the edge of the bridge, looked over the bridge. He stood there for a while. D'après les aveux de Brittany, les procureurs pensent que Steven Bradley et Blue auraient alors jeté les corps dans l'eau pendant qu'Horacio les surveillait de loin. Il était là mais en observateur. Horacio a fait en sorte de ne pas trop s'impliquer et de laisser les autres faire le sale travail. Des médecins ont déclaré qu'ils étaient morts noyés. Passer ces derniers instants éveillés, ligotés sous l'eau, à côté de la personne qu'on aime, sans rien pouvoir faire, ça doit vraiment être une mort atroce. C'est absolument terrifiant. Horacio remonte ensuite dans la voiture avec Brittany et ils repartent. He told me to flick my lights. The van was like waiting for him. The van starts up, they go off first and I was behind them. Le témoignage de Brittany permet à l'accusation d'inculper Horacio Johnson. Et le 22 août 2017, son procès peut enfin commencer. Brittany était encore amoureuse de lui, mais elle a décidé de témoigner contre Horacio. Et elle est montée à la barre. Horacio Johnson a été reconnu coupable de meurtre sans préméditation. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Steven Bradley et son oncle Frank Mike Jr. sont tous deux condamnés pour entrave à la justice. Steven Bradley purge actuellement une peine de prison de 35 ans. Frank Mike a été condamné à 9 ans de détention. Le propriétaire du studio, le dénommé Blue, est toujours en fuite. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre lui dans le cadre de cette affaire. Quant à Brittany Martin, en échange de son témoignage contre Horacio, elle est condamnée à 10 ans de prison pour entrave à la justice. Nous n'aurions pas gagné ce procès sans son aide. Brittany était notre principal témoin. Ce qui n'a jamais été établi pendant le procès, c'est le mobile du meurtre. Comment un couple a pu être sauvagement assassiné par un cousin? Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Des bruits couraient que c'était une histoire de drogue et d'argent. Mais ni les procureurs ni la police n'ont trouvé les preuves. Bien que le mobile reste à jamais un mystère, une chose est certaine. L'amour aveugle de Brittany Martin pour Horacio Johnson a coûté la vie à Kenneth et Lakissa Joseph. Brittany était la seule personne qui aurait pu aider et elle n'a rien fait. Comment peut-on regarder l'homme qu'on aime faire ça à quelqu'un? Comment? Elle n'est pas intervenue. Elle aurait pu appeler les secours. Et peut-être que ce couple serait encore en vie.
Mais elle n'a rien fait. Elle était totalement ensorcelée. Elle était amoureuse d'Horacio. Il avait une emprise sur elle, et c'est ce qui a fait qu'elle s'est tue pendant si longtemps. Même si sa vie basculait ce soir-là, il a suffi qu'il la regarde dans les yeux et lui dise que tout irait bien pour qu'elle le croie sur parole. C'est seulement quand on a réussi à lui prouver qu'il n'était pas aussi loyal envers elle et ne la respectait pas comme elle le respectait que Brittany a enfin décidé de sauver sa peau. Plusieurs lettres ont été présentées au procès qu'elle lui avait écrites quand ils étaient tous les deux incarcérés. Elle disait qu'elle l'aimait toujours et qu'elle avait hâte qu'il soit libre pour pouvoir se marier. Mais quand elle a découvert ce qu'il pensait d'elle, que ce n'était pas le conte de fées qu'elle s'était forgé dans sa tête, alors à ce moment-là, elle a fait preuve d'une grande motivation pour coopérer avec les autorités. Nous cédons tout à l'amour une fois dans notre vie. Mais parfois, s'abandonner à ses émotions peut nous plonger en eau trouble. Comme un tourbillon, l'amour resserre son emprise. Et plus l'on se débat, plus l'on est aspiré vers le fond. Personne n'est là pour se jeter à l'eau et nous sauver. Surtout pas l'homme qu'on aime.